Bonjour Charles, bonjour Théo. Bonjour. Salut Isabelle. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de se libérer du regard des autres. Et pour commencer, ma question est-ce que vous pensez qu'on se rend forcément compte qu'on est influencé ou qu'on agit en fonction du regard des autres? Ah, tu nous as surpris avec la première question. Moi, je m'attendais pas à celle-là. Ah Une bah, bonne première question. Oui, mais Charles, non. Lui, non. Pas le... Le peuple, oui, mais moi. Non, donc la question c'est est-ce qu'on pense qu'on est influencé, c'est ça? non, est-ce que vous pensez qu'on se rend réellement compte Ah oui, ok. qu'on agit en fonction du regard des autres? Tu veux y aller ou j'y vais? Je te laisse y aller. Non, je pense qu'on se rend pas compte à quel point on est conditionné par ça. Et que même quand on est quelqu'un qui se dit non mais moi le regard des autres je m'en fiche, des fois j'entends les gens dire ça, mais moi j'en ai rien à faire du regard des autres, etc. Et en fait c'est construit sur la même chose, c'est-à-dire par rapport au regard des autres, je joue à celui qui n'est pas touché par le regard des autres. Mais en fait, à des degrés différents, mais on est tous conditionnés par le regard des autres, et il suffit de se demander, bah tiens, s'il y avait plus personne sur la planète, si j'enlève tous les humains là en un quart de seconde, comment j'agirais? Bien souvent, ça serait très différent que s'il y a quelqu'un dans la pièce ou si je suis entouré de monde, ce serait pas pareil. Donc, pour moi, oui. Est-ce que c'est forcément malsain? Non. Pour moi, c'est pas forcément anormal qu'il y ait un impact du regard de l'autre et que, bah, on est tous interconnectés, donc il y a aussi une partie saine, quoi. Mais c'est sûr que la manière dont ça va modeler nos comportements, nos actions va être énorme, ouais. Est-ce que vous pensez pas que justement une personne qui veut dire non mais je m'en fous du regard des autres, elle aura peut-être plus l'idée qu'elle s'en fout de ce que pense la société? Je me suis fait la réflexion que peut-être il y avait comme deux genres de regard des autres. Il y a la réflexion que peut-être tu me feras ce matin sur ma coiffure, ou bien ce que pense la société du fait que, je sais pas, que j'ai un tatouage ou un truc dans le genre. Qui sont quand même deux choses, c'est deux aspects différents, parce qu'il y en a un c'est plus proche et l'autre c'est plus global, et c'est un environnement dans lequel on a grandi, et bon, qui varie de pays, région. Ok. Moi, ce qui m'interpelle, c'est si j'entends quelqu'un dire je m'en fous du regard des autres, généralement, si t'as besoin de le dire, c'est qu'il y a un truc, tu vois. c'est qu'il y a un truc qui t'interpelle là-dedans, tu vois. Et c'est un truc qui est assez courant. Il y a énormément de personnes qui s'en foutent du regard des autres, mais ce qu'ils veulent dire, c'est je m'en fous potentiellement de la critique que ce que les autres peuvent me avoir vis-à-vis de moi. Mais dans le fond, par leur manière de s'habiller, par leur manière d'être, par plein de choses comme ça, qui peuvent être caractérisées comme provocateurs, c'est des fois, bien sûr, très voulu, quoi. Je pense à ma petite sœur qui faisait en sorte de bien attirer les foudres de ma mère. En fait, dans sa manière de se comporter, de s'habiller, etc., elle avait une envie qu'on la regarde, qu'on lui donne de l'attention, qu'on s'occupe d'elle. À un moment donné où elle sentait moins de préoccupations vis-à-vis d'elle. Donc tout ça, bien sûr, c'est pour la plupart des stratégies inconscientes, tu vois. Mais on sait inconsciemment ce qui fait réagir notre environnement. Et des fois, soit on veut être bien vu, être bien aimé, soit des fois on veut être mal aimé pour avoir de l'attention, pour être au cœur des préoccupations de notre entourage. Ouais. Ça, c'est aussi possible dans certains cas. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait de prendre conscience quand on agit en fonction des autres ou bien du regard des autres, c'est un avantage? Est-ce que ça changerait notre manière d'agir? En fait, je pense qu'il faut qu'on recule d'un pas, dans le sens où, en fait, depuis tout à l'heure, on parle du regard des autres. Mais pour moi, en fait, réellement, même si je vais contredire ce que je t'ai dit au début, on n'est pas du tout influencé par le regard des autres. On est influencé par le propre regard qu'on a sur soi. Oui. C'est-à-dire que le regard des autres peut réveiller le regard que j'ai sur moi, ou va réveiller le regard que j'ai sur moi. Mais en fait, c'est pas le regard des autres qui va m'influencer. C'est ce que moi, je pense de moi. C'est-à-dire que si, moi, je suis persuadé d'être hyper intelligent, hyper pertinent et de comprendre les choses super vite.
et que ça je le sais, je le sens au fond de moi, voilà, et que on se met dans une pièce avec 10 personnes qui eux me jugent de pas du tout être intelligent, mais ça va rien me faire parce qu'en fait moi le regard que j'ai sur moi est à l'opposé. Donc je peux mettre peu importe le nombre de personnes, ça ne va pas m'impacter, je vais peut-être même pas me rendre compte qu'ils pensent ça de moi parce que moi déjà je ne pense pas ça de moi. Alors que s'il y a une partie de moi qui croit que je sais pas, je suis un peu bête, bah là direct, ça va me faire quelque chose. Mais en fait ce qui va m'influencer, c'est pas l'extérieur, c'est encore une fois mon propre regard sur moi. Okay. Et c'est qu'à chaque fois si par exemple je te dis bah Isabelle, t'es un nuage. Ça va rien te faire. Parce que tu sais que t'es pas un nuage, il y a aucune partie de toi qui peut être un peu convaincue que bah oui, moi je suis un nuage. Ah, on sait pas. Donc ça pourrait titiller une blessure émotionnelle de peut-être la mère d'Isabelle l'a traité de nuage quand elle était petite. Donc si je te dis t'es un nuage, tu t'en fous, ça te fait rien. Par contre, si je te dis, je sais pas, tiens, t'es pas très réveillé ce matin. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui va dire, ouais, c'est vrai, le matin, des fois, je suis un peu moche, ou je me suis pas maquillé, ou ci, ou ça, et là, ça peut faire quelque chose chez toi. Mais en fait, à chaque fois, ça va être dépendant de ton propre regard sur toi. En fait, il y a le regard des autres, filtré par mon propre regard sur moi, qui va déclencher ou non quelque chose. Mais quand on comprend ça, encore une fois, on reprend son pouvoir, parce que je ne suis plus victime de ce que les autres pensent de moi, de la manière dont ils me regardent. Je peux être que victime de mon propre regard sur moi. Mais de toute manière, ton propre regard sur toi, il a été créé avec la société dans le monde où tu as grandi. Mis à part tes blessures et tout, et tes expériences, ton vécu. Mais il y a aussi cette partie qui vient aussi clairement de la société, on est d'accord, hein. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que surtout les premières années de ma vie, j'ai été influencé à me regarder d'une certaine manière, à aimer des parties de moi, à pas aimer d'autres parties de moi. J'ai internalisé ce que mon environnement a perçu de moi et m'a renvoyé comme message. Je l'ai internalisé. Mon environnement, ça peut être ma famille, la société ou n'importe qui. En fait, à l'intérieur de moi, j'ai la société, mes parents, mes anciens profs, mais internalisés à l'intérieur. C'est comme s'ils étaient toujours là et que j'ai l'impression qu'ils me regardent en permanence et que du coup, je m'adapte par rapport à ça. Et on s'en rend pas compte, mais moi, des fois, peut-être que j'ai des comportements qui sont là juste parce que ma maîtresse, quand j'étais en cours de CE2, m'a fait une réflexion et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je me comporte comme ça. Et donc, en fait, maintenant, le regard, par mesure de protection, c'est moi qui ai tourné ça vers moi en mode, oh là là, Charles, attention, faut surtout pas que tu sois égoïste, par exemple. Parce que, je sais pas, dans ma famille, être égoïste, c'était le péché ultime, et que maintenant, c'est moi qui me flique par rapport à ça, c'est moi qui me juge si j'estime que je fais preuve d'égoïsme et que je pense à moi, mais ça ne vient, encore une fois, que de moi, même si ça a été influencé, et au départ, on n'a pas le pouvoir sur ça, c'est-à-dire que je suis le petit enfant, je suis influencé, point barre. Mais j'ai une question, est-ce que tu te fliques ou est-ce que tu anticipes ? Est-ce que tu anticipes pour qu'on puisse pas te gronder vu que t'as déjà pris les devants, ou est-ce que c'est maintenant vraiment toi qui est dans la même optique que ton entourage de l'époque, ou bien ton entourage tout court vu que Pour moi, c'est les deux. C'est un mécanisme de protection. C'est toujours moins difficile de se faire battre par soi que par l'autre. C'est-à-dire que j'ai compris, ma mère ne m'aime pas quand je suis triste. Je l'ai vécu 2-3 fois parce que, je sais pas, elle me faisait la tête quand je pleurais. Du coup, ok, donc je suis rejeté quand j'exprime de la tristesse. Bon, maintenant, il faut que je me flique, il faut que j'ai un espèce de radar à l'intérieur de moi anti-tristesse, parce que inconsciemment, j'ai enregistré que si j'exprime ça, je suis rejeté. Donc, pour ne pas vivre ou revivre plutôt ce rejet, c'est quoi la meilleure façon ? C'est, ok, je me flique en permanence sans m'en rendre compte, pour surtout pas être triste. Et vraiment, j'insiste, c'est pas... on en a vraiment pas conscience, c'est pas un truc où on se lève le matin, tiens, faut que je fasse attention à pas être triste. C'est réflexe, on s'en rend même plus compte, mais on a cette espèce de vigile à l'intérieur de soi qui dit, ah non, ça, faut surtout pas que t'exprimes, quoi. Pardon. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ? Non. Ça va être comme ça toute l'interview. Donc, vous pensez qu'on n'est pas obligé en fait de se défaire, ou bien à quel moment est-ce que ce serait intéressant, important de se défaire un peu, ou bien se libérer du regard des autres ? Je pense que pour le coup, ça devient une priorité de se libérer du regard des autres quand on sent que
enfin, on n'est plus du tout authentique, on n'est plus du tout nous-mêmes, on n'agit plus du tout en étant réellement qui on est et qu'on sent que ça nous dérange, tu vois. C'est à partir du moment où je sens que je suis constamment préoccupé par ce que les autres pensent de moi, parce que les autres peuvent dire de moi, etc. Ça devient angoissant, étouffant, et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de crises d'angoisse, d'anxiété, parce qu'elles sont préoccupées constamment par le regard des autres. Donc je pense que, encore une fois, c'est quand on vit de gros symptômes, quand ça nous affecte énormément, que là ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Et si ça fait déjà, je sais pas, 20 ans, 30 ans, en fait, que je vis dans ce mode-là, à m'orienter au regard des autres et justement peut-être faire mes crises d'angoisse, paniquer à chaque fois que je vais faire mes courses parce que de toute manière, j'ai l'impression qu'on me regarde en plus. Je pense que c'est aussi ce genre de symptômes que ça génère par-dessus le marché. Comment est-ce que j'arrive à réaliser, mais quels sont vraiment... quels sont mes désirs à moi, mes envies à moi, et où est-ce que je m'adapte en fait. Je crois est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se perd en fait, où on ne sait plus trop qui, je crois que je peux même dire, où on ne sait pas trop qui on est pour de vrai. Moi je pense que c'est compliqué de trouver qui l'on est si on se défait pas de qui il faut qu'on soit en permanence, tu vois. Si je suis constamment préoccupé par il faut que je sois comme si, tu dois être comme ça, etc. Si j'ai ces injonctions-là en permanence, qui sont des injonctions, j'ai envie de dire presque de survie, parce qu'il faut que je sois aimé, il faut que je sois accepté, il faut que je sois comme ci, comme ça, parce que j'ai jugé que c'était à la fois bon dû à certains traumas que j'ai vécus. Je prends un exemple concret pour que ça soit compréhensible. Imaginons que j'ai été agressé par quelqu'un de violent. À ce moment-là, quand je suis agressé, je ressens un élan d'injustice, de tristesse, tout un élan émotionnel en moi. Ça m'amène à ne pas aimer qui il a été, enfin ce que j'ai vu de qui il a été, donc quelqu'un de violent. Donc la violence, je vais me dire ça, faut absolument pas que j'exprime et que je montre aux gens que je suis quelqu'un de violent. À l'inverse, je vais montrer que je suis quelqu'un de doux. Par exemple, si je juge que l'inverse de la violence, c'est la douceur. Donc du coup, je vais mettre un masque de douceur en permanence avec tout le monde. Et bizarrement, dans ma vie, je vais attirer des gens violents. Bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, je vais mettre ce masque de quelqu'un d'hyper doux. Et toute ma vie, je vais vivre en me disant, il faut que je sois doux, inconsciemment, bien sûr, mais c'est quand même présent chez moi. Bon, ça devient au bout d'un moment hyper souffrant. Parce que les personnes qui ont ce masque-là, par exemple, attirent l'inverse de ce qu'elles répriment. Oui, puis au bout d'un moment, ça explose. On peut cumuler jusqu'à un certain point. Ça va sortir quand même d'une manière ou d'une autre, on est d'accord. Tu peux pas montrer tu peux pas montrer un personnage en permanence sans que l'inverse, au bout d'un moment, se montre au grand jour. Tu vois, donc au bout d'un moment, t'es ultra doux et bizarrement, tu te mets à exploser avec ton enfant. Tu vois, et à déverser toute ta violence sur ton enfant. Un exemple. Et ça amène de la culpabilité, ça amène de la tristesse, en bref, ça ramène tout un tas de cercles vicieux émotionnels. Quoi qu'il en soit, je pense que du coup, c'est pertinent de se défaire de toutes ces injonctions qui viennent soit de par notre éducation, ça peut être papa qui m'a dit il faut que tu sois comme doux, par exemple. Et donc du coup, moi, pour être aimé de papa, je suis cette personne douce. Ou ça peut être une injonction qui me vient d'un trauma. Par exemple, j'ai été victime de quelqu'un de violent. Donc du coup, j'ai perçu que c'était absolument pas bien ce qu'il a été. Et je veux du coup développer, devenir totalement l'inverse. Quoi qu'il en soit, quand on a une injonction inconsciente, quand on a un jugement inconscient en nous, du genre tu dois, il faut, etc., ça dirige notre vie. Ça devient étouffant, ça devient angoissant, et au bout d'un moment, on a envie de retrouver notre liberté. Donc, quand c'est comme ça, pour trouver ce qui nous inspire, pour trouver ce qu'on veut vraiment et qui l'on veut être, il faut déjà se débarrasser, et se libérer, et reprendre sa liberté de tout ce qu'il faut qu'on soit. Oui, alors j'ai un petit défi. Admettons que je suis plutôt quelqu'un qui a peur d'être abandonné, d'être abandonné, délaissé, bref. Et que c'est ça qui me motive, en fait, ou bien qui me fait tourner justement sous le regard des autres. Donc je m'adapte pour être acceptée, appréciée, aimée.
En l'occurrence, là, le regard des autres, ça me donne un certain cadre, on est d'accord. Donc au moment où j'essaie de me défaire de ça, je sais toujours pas qui je suis, vu que je sais pas trop ce que j'ai envie réellement. Je pense qu'il y a quand même, vous avez sûrement aussi des moments où on vous demande est-ce que tu veux, tiens, la pizza ou la salade, et donc en fait tu sais vraiment pas. Il y a des jours où tu t'en fous, on est d'accord, et il y a des moments où en fait c'est juste ce sentiment de je sais pas. Et j'ose me imaginer que quand on a beaucoup fonctionné en fonction de la société, de ce que disaient nos parents, ce qu'attendaient nos parents de nous, je pense particulièrement les générations antérieures qui peut-être encore allaient plus aussi choisissaient un métier en fonction de ce qu'on attendait d'eux, quand tout d'un coup on a toute cette liberté, ça peut être effrayant aussi, non? Mais je pense que c'est un réapprentissage, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on a tous appris à faire de la pâte à modeler avec nous, c'est-à-dire qui est-ce que tu veux que je sois pour que tu m'aimes, c'est ce qu'on a fait petit avec nos parents, avec tout ça, et donc on a mis à l'écart certaines parties de soi, glorifié d'autres parties de soi, comme Théo disait, par rapport au trauma qu'on a vécu, par rapport au conditionnement qu'on a vécu, on s'est créé un espèce de personnage social de qui il fallait que je sois pour être aimé. Donc en fait, Charles qui il est aujourd'hui, si je reviens dans son enfance, que je le change de famille, je le change de pays, avec des choses différentes qu'il entend, je suis pas dans ce canapé, je fais un autre boulot, je suis complètement différent et il y a plein de choses qui changent. Et en fait, on pourrait voir que ce que je suis là, c'est pas vraiment moi, en tout cas c'est pas mon essence pure de quand j'étais bébé. C'est-à-dire que le petit bébé que j'étais, lui, il avait pas de problème avec exprimer tout et n'importe quoi, son côté fou, son côté passage, son côté colérique, son côté triste, il y avait aucun problème avec ça. C'était juste une boule de vie, quoi. C'est une boule de vie spontanée, ça part dans tous les sens et ça s'exprime, quoi. Et puis après, il y a eu la suradaptation, on s'est tous plus ou moins adaptés à notre environnement. Et on joue ce personnage social tous les jours. Attention, je parle pas des rôles. Tiens, j'ai mon rôle de maman, j'ai mon rôle de manager, j'ai mon rôle de ça c'est différent. Je parle vraiment du personnage qu'on joue. Avec tous, on pourrait se dire, si tu devais te définir, Charles, ce serait comment ? Moi, je suis un travailleur, moi, je suis ouvert d'esprit, moi, je suis rigolo, moi, je suis ci, moi, je suis ça. En croyant que on n'est pas l'inverse non plus. Oui. Mais en fait, on est tout. Et donc, je suis parti dans un truc où, une nouvelle fois, je ne sais plus ta question. Grave. C'était quoi ta question ? J'adore ces moments-là. Oui, tu disais, du coup, comment ça se passe quand on se rend compte qu'en gros, qu'on se suradapte. En fait, c'est de se rendre compte que je suis branché sur l'extérieur. À chaque fois, avant de parler, avant de faire quelque chose, en un quart de seconde, mon attention, elle est sur l'extérieur et sur essayer de choper. Moi, je l'ai vraiment vécu, ce truc-là, c'est en un dixième de seconde, t'essaies de choper. Alors, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Comment il va réagir si je dis ça ? Comment il va pas réagir ? Mais c'est d'une vitesse incroyable. Et du coup, on adapte notre réaction par rapport à ça. Et évidemment que quand on se dit, tiens, si en fait je tournais le spot vers l'intérieur, tiens, j'ai envie de quoi ? Tiens, comment j'ai envie de lui répondre ? Tiens, quel choix j'ai envie de faire ? Au début, mais on n'est pas à l'aise. Mais c'est juste un réapprentissage, c'est de rapprendre à mettre ce spot vers l'intérieur, s'écouter, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Depuis 20 ans je me suradapte, maintenant c'est avec moi qui va compter. Non, ça passe des fois juste par des petits trucs. Je me souviens quelqu'un qu'on avait accompagné, qui était vachement dans la suradaptation, et au bout de peut-être 1 mois et demi d'accompagnement, elle me dit, tu sais, là, une de mes victoires, Charles, c'est quoi ? C'est que de plus en plus, je bois de l'eau pendant ma journée. Tu pourrais te dire, super, et t'as pas une vraie victoire. Mais en fait, c'était une vraie victoire parce que ça faisait des années qu'elle n'écoutait plus du tout les besoins de son corps et qu'elle traversait sa journée en buvant pas ou quasiment pas. Et que maintenant, le simple fait de se rendre compte qu'elle avait soif, c'était une super victoire pour elle. Et dans 3 mois, ce sera un autre palier, puis encore un autre palier. C'est un nouveau processus de se dire, ok, moi j'ai envie de quoi ? Et de s'écouter. Ouais. Ça me fait penser à justement quelqu'un qui est dans ce processus et qui commence à changer, à s'écouter plus.
pour l'entourage, ça fait aussi un certain changement. Et en général, ça passe beaucoup mieux que ce qu'on pense. Donc, je crois qu'on a souvent peur aussi de faire ce genre de changement. Et en fait, d'être égoïste tout d'un coup, d'être trop auto-centré. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui passe justement tout d'un coup dans cette peur où, et si par n'importe quel hasard, quelqu'un justement lui dit « Ouais, mais t'es devenu hyper égoïste », je pense que c'est exactement tout d'un coup où ça risque d'appuyer et de faire mal. Vu qu'on s'est toujours suradapté et qu'on commence à s'écouter un petit peu, que peut-être on est mieux dans sa peau et que la majorité du temps, ça se passe très bien, un non est très bien accepté, mais que justement, il y a quand même cette plaie qui reste ouverte au final et en fait qui se modifie. Bah déjà pour moi c'est voir que c'est bon signe, hein, si ça résiste à l'extérieur. C'est victoire. C'est si je vois qu'à l'extérieur ça provoque quelque chose, c'est que je suis en train de faire ce travail de m'écouter plus. S'il se passe rien, c'est sans doute que je m'écoute pas et que je suis encore en train de me suradapter. Et que donc si mais mes parents du coup quand je leur ai dit ça là, ils l'ont pris un peu bizarre. Chouette. Cool, c'est le marqueur numéro 1 qui est en train de te montrer que t'es en train de t'écouter plus toi et que forcément ton environnement qui est habitué à te voir d'une couleur rose, il te voit maintenant d'une couleur jaune. Et c'est bizarre, hein, t'étais rose avant, là t'es jaune. Non mais c'est pas bien que tu sois jaune. Moi je te connais rose. C'est perturbant, mais même pour nous, quand quelqu'un va changer de comportement, ça peut nous faire aussi bizarre et on va aussi amener de la résistance à ça. Donc pour moi, cette résistance, c'est un super feedback, c'est chouette, je suis sur le bon chemin. Et puis par rapport à ça, c'est soit je m'auto-arnaque en me disant, en fait, je peux pas m'écouter plus, je peux pas être moi, mon environnement m'empêche de. Parce que la dernière fois, je sais pas, j'ai essayé d'exprimer ça et puis direct, je me suis pris une réflexion de ma mère. Et puis mon conjoint, lui, pareil, m'a dit que si je continuais comme ça, si ça. Et du coup, je vais me raconter l'histoire qu'en fait, je peux pas changer, je peux pas de plus en plus être moi parce qu'en fait, mon environnement est pas d'accord. Je peux, mais je vais pas savoir des conséquences et je vais justement peut-être perdre les gens que j'aime. Ça peut avoir des conséquences et ces conséquences-là, je les maîtrise pas. Oui. J'ai pas de pouvoir sur ça et effectivement ça peut faire flipper, ça peut générer et raviver des blessures chez moi, mais juste l'idée c'est de se dire ok mais moi j'ai envie de quoi? Est-ce que je veux continuer dans cette situation à me suradapter ou est-ce que je veux faire du Charles? Et assumer le fait que faire du Charles, dans la seconde où je vais faire du Charles, ça va déranger la moitié des gens. Tant que je vais faire du personnage social, je vais pas déranger grand monde. À la seconde où je vais faire du Charles, si tu fais un post sur Facebook qui est authentique, tu vas attirer nécessairement des gens qui vont dire oui mais non c'est n'importe quoi, oui mais je suis pas d'accord avec toi, ou mais si, oui mais ça, et c'est juste normal. Si tu fais un truc polissé de ton masque, tu vas avoir plein de pseudo-likes, tu vas pas beaucoup avoir de contradictions, mais ça veut dire que t'es juste en train de lisser qui tu es, quoi. Ouais, j'ai envie de dire tant mieux en fait. C'est la plupart du temps, ce que je dis aux personnes qu'on accompagne, c'est tu préfères être aimé pour quoi? Pour qui tu es vraiment ou pas, tu vois. Enfin, je préfère que tu m'aimes pas pour qui je suis plutôt que tu m'aimes pour quelque chose que je suis pas. C'est ça, pour quelque chose que je suis pas, pour qui je ne suis pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein. Franchement. Si tu m'aimes tel que je suis, je suis vraiment heureux. Si tu m'aimes pour qui je suis pas, je vais jamais être pleinement comblé, quoi. Ce sera pas un amour authentique que je vais avoir. Et si tu m'as aimé pour qui j'étais avant, et si tu m'aimes toujours pour qui je suis aujourd'hui, en prenant en compte que j'ai changé intérieurement, etc., je suis pleinement content, tu vois. Et du coup, si en étant moi-même, j'écoute plus du tout les normes sociales, parce que du coup je m'en fous, je fais ce dont j'ai envie et besoin. Mais si du coup, je sais pas, je commence à tabasser les gens dans la rue parce que j'aime bien me défouler en fait. Bref, vous voyez où je vais en venir. Est-ce que justement ce regard externe a quand même aussi son avantage au final? Ça, c'est ce qui permet une certaine, je sais pas, un certain ordre, une certaine sécurité. Et en fait, si vous dites, sois toi-même, est-ce que ça peut pas pousser justement à, je sais pas, à des comportements ouais, mais on l'a souvent quand on parle de ça, cette réflexion-là. En gros, oui, mais attends, si je commence à être moi, est-ce que je vais pas
complètement devenir un être humain horrible, méchant, qui fait plus rien de sa vie, qui tape les gens, qui insulte, etc. Mais non. Non. Et moi, le truc de, oui, mais en fait, le regard des autres me permet de, oui, il y a une partie où forcément, et je pense que c'est même biologique, et que ça fait partie de l'évolution, où le regard des autres va impacter qui je suis. Mais en vrai, moi, si tu m'autorises demain à taper des gens dans la rue, mais en fait, je vais pas le faire. J'ai pas envie. Mais en fait, c'est la croyance que si j'arrête de me fliquer, si j'arrête de faire attention à oh là là, mais si je dis si, mais peut-être qu'en fait, il y a la croyance de au fond de moi, il y a un truc pourri et que l'être humain est pourri et que si je ne contrôle pas mes démons, ben en fait, à partir de demain, je vais plus rien en avoir à faire des autres, je vais penser qu'à ma tronche, je vais insulter les gens, je vais me mettre en colère contre eux, mais c'est faux. C'est faux. Personne ne ferait ça. Sauf peut-être des gens qui ont certains troubles, et voilà, on est d'accord. Mais en vrai, si demain on enlève les lois, on enlève les règles, on enlève tout ça, tu vas tuer des gens, toi ? Moi pas, mais peut-être Ou que... peut-être. Bah non, peut-être Bah, que j'aurais un autre, on- peut-être que j'irais, je sais pas, piller un magasin ou... Ah ouais ? Non, Tu ferais ça ? Non, je pense pas. Mais non. Mais tu Mais- vois, mais par contre, on a cette croyance-là. On croit que si on arrête de se fliquer, on va faire ça. Mais en vrai, on va pas faire ça. Non, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui, justement, parce qu'il y a parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a certaines barrières limites, vont pas plus loin que ça les freine. Il y en a des que tu me diras, ça les freine. Même ça les freine pas. Pour X, Y raison. Mais je veux dire, il y a plein de comportements, nocifs pour la société. Moi, je pense Qui pourrait que... être, Ouais. bah, je sais pas, attends, je vais prendre un Ouais, sujet un vas-y, peu prends. trash, mais admettons un pédophile. Peut-être justement parce que selon le regard des autres, selon la société, on touche pas aux enfants, il va réussir à se contrôler. Mais si au bout d'un moment tu lui dis, bah écoute, sois toi-même. Oui, mais regarde, le pédophile. Qu'est-ce qui l'a amené à être pédophile ? C'est ça la question. C'est qu'en fait, il a tellement, ou on lui a tellement, on va dans un sujet touchy là quand même. Hein. Ouais, Mais prenons soit un exemple, soit où on parlait du Joker dans une autre vidéo, mais quelqu'un qui se met à avoir des comportements violents par exemple dans sa vie. Si on va voir avant ça, on verra que il a vécu des trucs qui ont fait qu'il a réprimé certaines parties de lui, qui ont fait que du coup, par rapport à ce regard des autres, il a exprimé des trucs hyper violents. Donc par exemple le Joker, il a été humilié dans plein de situations et du coup il a créé un personnage où maintenant il a tellement de rancœur en lui qu'il se met à buter des gens, tu vois, et qu'en fait ce qui a généré ça, c'est justement qu'il a dû faire de la pâte à modeler avec lui. C'est-à-dire que tu lui donnes une autre enfance, encore une fois, sans ces traumas-là, il a pas envie de tuer des gens. Juste, il fait ses courses, il fait son boulot, il continue à être clown, etc., etc. En fait, le truc, c'est que c'est justement cette répression en nous qui va générer ces comportements-là. À partir du moment où il n'y a plus cette répression, si demain, tous les bébés qui naissent, on leur offre un environnement où ils peuvent être eux-mêmes avec un cadre, avec des règles, mais où il n'y a pas de trauma, où il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de conditionnement, et qu'on fait une micro-société comme ça, tu vois dans 30 ans la micro-société, tout fonctionne. Tu verras que la violence, il y en a pas ou très peu, les insultes, il y en a pas ou très peu. En fait, c'est justement ça qui a créé ça. Donc évidemment, là, on est dans un monde où oui, ça existe, des gens qui volent, des gens qui violent, des gens qui tapent, etc. Donc je suis pas en train de dire, allez, demain c'est parti, on fait une fête, tout le monde peut faire ce qu'il veut, c'est pas ça. C'est voir à quel point c'est justement le fait d'avoir fait de la pâte à modeler avec moi qui va engendrer tout un tas de comportements qu'on pourrait qualifier de déviants. Pourquoi on parle de pédophile ? Tu vas voir dans l'enfance d'un pédophile, tu vas voir qu'à un moment donné, la sexualité, elle a été brimée par quelqu'un, par quelque chose, etc., etc. Pourquoi il y a des... Est-ce qu'on y va vraiment dans cette voie-là ? Pardon, j'ai pris sais- expert Théo, depuis truc tout à l'heure, je- il est en train de se dire où est-ce qu'il va, Charles, Non, où mais est-ce qu'il va ? je sais où tu vas aller et je vois la dynamique. Comment Non, ça mais va. on peut y aller. Pourquoi dans l'église, est-ce qu'il y a des cas de pédophilie ?
Parce que la sexualité est réprimée. Si tu ne réprimes pas la sexualité des hommes d'église, il n'y a plus besoin de ça, puisque la sexualité n'est pas un problème, n'est pas tabou, elle est juste normale, elle est faite avec des gens consentants, et puis point barre, ça s'arrête là. Mais c'est justement cette répression en nous qui va créer ces comportements compulsifs et violents. D'accord. Mais en gros, donc, si je souffre de mon mode de vie en m'orientant extrêmement au regard des autres et que j'aimerais m'en libérer, vous conseillez en même temps aussi du coup de faire un travail sur mes traumas. Ouais, je pense D'une que certaine manière. D'une certaine manière, c'est... Ça va un peu main dans la main alors. L'idée, c'est de trouver d'où viennent ces injonctions de il faut, je dois, encore une fois. Si ça vient de trauma, on va aller dans des traumas. Si ça vient de conditionnement autre, on va aller là-dedans. Mais l'idée, vraiment, c'est de se libérer de cette phrase de il faut, je dois. Je me rappelle, il y a un sportif qui me disait, quand je le préparais pour ses compétitions, il me disait, mais moi, j'entends tout le temps une phrase, c'est il faut que tu gagnes. Je lui dis, mais elle vient d'où cette phrase? Qui l'a dit cette phrase? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, mais concentre-toi sur cette phrase. Il me dit, ouais, je me concentre dessus. Il me dit, ah, mais j'entends mon grand-père. Ah, ok. Et du coup, on est parti là-dedans, tu vois. Et c'est intéressant de se poser des questions mais ça vient d'où il faut que je sois bien habillé, il faut que je sois gentil, il faut que je sois bienveillant, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. D'où ça vient, ces trucs-là? Et on va à la source de tout ça, mais déjà, juste prendre conscience de ça, on reprend son pouvoir, en fait. On prend conscience que c'est dingue de se dire, de se rendre compte de j'agis comme ça parce que ça, tu vois, c'est-à-dire l'action entraîne la réaction. Et juste de prendre conscience de c'est quoi l'action qui entraîne une réaction, qui devient une réaction comme inconsciente au bout d'un moment, ça c'est genre énorme, quoi, tu vois. Et ensuite, juste peut-être pour revenir sur ce qu'on disait avant, moi je me suis posé la question, et je pense toujours la question, est-ce que vraiment l'humain est mauvais, tu vois? Est-ce que, pour l'instant, je sais pas si je vis dans un monde, tu vois, autre ou bisounours ou quoi, mais je me rends compte que personne, même les personnes les plus horribles, même les personnes qui ont fait des choses dingues, il y a pas un élan comme mauvais pur, tu vois. Donc j'attends toujours de voir. Tu vois, je suis toujours dans une recherche, mais je me questionne vraiment là-dessus. J'ai vraiment la sensation comme Charles, si on enlève toutes les lois, toutes les règles, il n'y a pas tellement de personnes qui consciemment voudraient voler ce que quelqu'un a pris du temps à construire parce qu'il a envie de le rendre mal et de lui pourrir la vie, etc. Il y a des élans de vengeance parce qu'il y en a qui sont qui ont senti qu'il n'y avait pas de justice, c'est dû à des traumas, dû à plein de choses. J'ai été profondément blessé par l'injustice, du coup j'ai envie de le faire payer. Mais dans le fond, c'est ce que la personne veut dire par là, c'est j'ai tellement mal et je sais pas comment me libérer de ma souffrance que une manière de me libérer de ma souffrance, ça serait de te foutre sur la gueule, quoi. Tu vois, ça serait ça la traduction de ça. Et dans le fond, c'est je suis abîmé, mais je sais pas comment te le dire, je sais pas comment te le verbaliser, et je vois pas à quel point toi je vois pas autre chose que ce que t'as fait est mauvais, tu vois. Mais dans le fond, franchement, si on enlève toutes les lois, j'ai pas l'impression qu'il y aurait des débordements, parce que j'ai pas la croyance que l'humain est profondément mauvais. De ce que je peux voir aujourd'hui. Peut-être que demain ça changera. Bon, je pense que l'humain n'est pas forcément, il est ni que bon ni que mauvais. Je pense que des fois c'est difficile aussi à se dire que c'est pas noir ou blanc, c'est plutôt gris. Et que même ce qui est noir, c'est les côtés plus obscurs ont aussi une raison, leur origine, comme tu disais avant. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il est pas gris, mais qu'il est blanc. Qu'il est blanc. Moi, quand on peut peut-être remplacer le blanc par plein d'autres concepts, parce que je me dis peut-être ça peut pas parler aux gens, ça, tu vois, mais c'est transversal et c'est un petit peu dans plein d'idées. Si on peut dire, on est amour, on est ci, on est ça. Enfin, je sais pas si c'est parlant. En tout cas que moi, je prends un bébé, n'importe quel bébé du monde entier. Sauf l'enfant de Théo qui est vraiment une pourriture, mais n'importe quel autre enfant, tu le prends dans tes bras, à quel moment est-ce que tu peux avoir la pensée, il y a du mauvais dans ce bébé? Tu vois le truc?
Mais jamais, Jamais. ça n'arrive pas. Tu peux pas te dire, ah, il est malsain ce bébé. Ça n'existe pas. Il se peut qu'il soit blessé. Ce qui fait que, et il faut pas nier ça, ce qui fait qu'il va développer des comportements, des réactions malsaines, violentes, tout ce que tu veux, c'est justement les traumas et les conditionnements. Donc ça, faut pas nier ça. Évidemment qu'il y a ça. Chez moi, chez n'importe qui, chez ceux qui sont en prison, voilà, il y a ça. Mais c'est pas que l'humain est mauvais. C'est que l'humain arrive pas mauvais du tout, vit des trucs vachement intenses émotionnellement, va réprimer certaines parties de lui, qui vont donc, pour se protéger, s'exprimer par compulsion. C'est-à-dire que je vis par exemple de la violence de mon père quand je suis petit, donc moi je veux surtout pas être violent, je mets en déni cette partie-là de moi, et comme tout ce que je ne veux pas être, je le deviens, ben je vais devenir au fur et à mesure violent, mais de manière inconsciente, sans m'en rendre compte. En fait, derrière chaque comportement violent, à chaque fois il y a une blessure. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a une blessure que ça légitime le comportement violent? Non. Mais peu importe l'être humain sur la planète, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui je ne sais pas quoi, quelqu'un qui a un comportement égoïste ou quoi, derrière, il y a une blessure. Il s'agit juste de voir ça, c'est pas qu'il est mauvais en lui-même, c'est qu'il y a une blessure. Et que quand tu comprends ça, ben tu peux voir, ah oui, en fait, c'est pas, l'autre est pas méchant, il est avec ses blessures. Et que si moi j'avais vécu les mêmes blessures que lui, je ferais pareil. Je ferais la même chose. C'est perturbant de se dire ça, mais je trouve que c'est, je sais pas, ça génère beaucoup de, je trouve que c'est ça vraiment l'humanité, c'est voir qui est l'autre en fait, pleinement. Je repense à une histoire, une anecdote que m'avait raconté un ami. Il disait que il connaissait une juge qui avait la clarté d'esprit de dire aux personnes qui étaient condamnées, je pense que c'était quelqu'un aux États-Unis, qui disait ce que vous avez fait, c'est ça que je vais juger, parce que ce que vous avez fait, c'est inadmissible, c'est tragique, c'est horrible, mais c'est pas qui vous êtes que je juge. Et elle prenait le temps de vraiment le dire, et il y avait beaucoup d'amour vis-à-vis de la personne qu'elle avait en face d'elle, même si c'est quelqu'un qui avait été, je sais pas, pédophile, tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vraiment de dire, voilà, qui vous êtes, vous allez finir votre vie en prison, parce que ça, c'est pas possible, ça, c'est pas convenable. Par contre, qui vous êtes, vous êtes quelqu'un d'inestimable. C'est ça. Mais c'est même une Française, et elle va plus loin, elle dit, je déteste ce que vous avez fait. Par contre, vous, je vous aime. Ah, c'est beau. C'est beau. Je condamne et je déteste ce que vous avez commis comme acte. Par contre, vous, l'être humain qu'il y a derrière, je vous aime. En gros, ça veut dire, je sais que derrière vous, si vous avez fait ça, c'est qu'il y a de la souffrance. Par contre, ça m'empêche pas de t'envoyer en prison pour ce que t'as fait. C'est beau parce que finalement, c'est en fait, pour moi, on vient toucher une humanité, quoi. On vient toucher quelque chose comme ça qui est profond. On vient voir cette humanité en l'autre. On le voit pas comme un monstre. Et c'est exactement, on parlait dans une autre vidéo de c'est quoi dans le couple, les conditions, etc. qu'on peut mettre, parce que tout est pardonnable, acceptable. Et en fait, dans cette juge, on sent qu'il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de la personne qui va condamner. Mais en même temps, c'est fait avec amour, quoi, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose dans toutes les relations. Je peux dire à mon enfant, écoute, là, t'as déconné, mais je t'aime, quoi, tu vois. En fait, elle pose des limites par amour aussi pour la société, en fait. C'est comme la mesure, une mesure plus grande que ce qu'on apprend aussi avec vous. C'est aimer, comprendre, mais quand même poser des limites. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'elle fait, mais... Mais c'est ça. Et là, tu le prends à l'échelle de la société, on pourrait prendre une personne, une femme qui est dépendante affective et qui se met avec un mec qu'on va étiqueter pervers narcissique. On a bien dit étiqueter. Elle pourrait faire ce travail à un moment donné de voir que, mais en fait, le gars est pas pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est pas un humain mauvais qui est né avec des petites cornes de diable. Je suis un pervers narcissique et puis je suis venu sur la planète pour tous vous manipuler. Non, en fait. Le gars, il est dans sa souffrance au moins autant que l'autre. Mais que, pour se protéger, il va avoir tout un tas de comportements, de mensonges, de manipulations, de violences psychologiques, etc., etc. Ça, c'est réel, il va les avoir. Mais derrière ça, il y a de la souffrance. Et donc, la personne qui est avec cette personne étiquetée pervers narcissique, elle peut faire ce travail mais en fait, c'est pas que l'autre est méchant.
L'autre, il se rend même pas compte de ce qu'il fait. C'est pas que c'est un démon. C'est juste que il a des souffrances à l'intérieur de lui dont il se protège par ces comportements-là. Et c'est pas parce qu'elle fait ce travail-là qu'elle doit dire, bah, du coup, c'est bon, je reste avec la personne, puis j'accepte que l'autre me manipule, que l'autre me maltraite. Non. Ça peut être le comprendre et le quitter, hein. Et je crois que tu as touché un super bon sujet là, et je pense que c'est quand même quelque chose. Et je crois que justement, dans ce moment de réflexion où on se rend compte du pourquoi, du comment on arrive à mettre un mot dessus, donc MAUX, sur le comportement, et en fait de pas avoir justement cette compassion, et en fait après peut-être de culpabiliser. Donc maintenant que j'ai compris pourquoi il agissait, comment il agit, et en fait que je comprends la souffrance qu'il y a derrière, hein. Donc si je pose ma limite, je lui fais encore plus de tort, hein. Et puis justement, il y a encore cette partie de moi qui aime énormément, parce que la personne, elle a aussi des comportements, et en soi, c'est une belle personne, hein. Je pense que souvent, on se sent tiraillé. Non. Ouais, carrément. J'essaie de réfléchir par quel bout je prends ce que tu dis. Ouais. Mais là, on est sur la croyance de j'ai du pouvoir sur l'autre. Comme si moi, le fait de poser mes limites, en fait, j'allais avoir de pouvoir sur ce qui va se passer chez l'autre, mais en fait, non. Il y a juste à voir que moi, j'ai envie de quoi. Parce que tu vois, c'est encore une réflexion qui est basée sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi si je pose mes limites. Donc en fait, on est encore en train de se protéger d'une peur de soi, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas le regard de l'autre qui pose problème. Si par exemple, on prend l'exemple de la dépendance affective, bah ouais, en fait, j'ai peur de blesser l'autre si jamais je pose mes limites, parce que derrière, il y a un gros trauma et puis ça va sûrement le chambouler. En fait, la vraie phrase, c'est j'ai peur que l'autre me juge comme quelqu'un de méchant quand je vais poser mes limites. J'ai peur que l'autre me culpabilise de lui faire vivre ce truc-là. Mais en fait, à chaque fois, la peur, elle vient de moi. Et c'est revenir encore à l'intérieur et voir que, en fait, je me fais croire que c'est pour l'autre et pour le protéger. C'est pas vrai. Je me protège moi, je fais les choses pour moi. C'est pas une vision pessimiste, c'est une vision réaliste. Puis il y a rien de mal à ça. Je fais les choses pour moi. Tout ce que je fais, l'autre, en fait, il nous attaque jamais, il se défend. Dans une relation, l'autre ne nous attaque pas, il se défend. Il n'est pas consciemment en train de se dire « Tiens, je vais aller lui faire du mal et je vais appuyer là où ça fait mal. » Non, en fait, il a une réaction compulsive qui fait que pour se protéger et pour aller protéger un émotionnel chez lui, il va t'attaquer. Et en fait, il est en train de se défendre. Et... ouais, du coup, je sais pas si ça répond. Si, je pense que... Je viens d'avoir une question qui me traverse la tête et qui est repartie. Du coup, j'ai un blanc. Voilà, Théo, petite interlude musicale. Oui. Petit jingle. Non, mais je pense que c'est un très bon sujet, tu vois, le regard des autres, parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, quoi, tu vois. Et à la fois, c'est quelque chose que les gens disent, mais les gens, beaucoup qui ont énormément de symptômes de vie, enfin, je pense que 80% des gens que j'ai accompagnés, qui étaient atteints de stress, d'anxiété, d'angoisse, et plutôt l'anxiété, avaient énormément en eux enfoui plein d'injonctions, plein de fois des il faut, je dois, bidule chouette, tu vois, plein de trucs comme ça, et c'est plein d'injonctions avec lesquelles on se promène, qui alourdissent notre vie, et au bout d'un moment, ça nous fait juste angoisser, voilà quoi. J'étais en train de me dire, donc avec à plusieurs reprises, maintenant on revient en fait que finalement c'est moi qui ai du pouvoir. Donc en fait, d'un côté, c'est toute ma responsabilité que j'ai pour moi, donc ça peut aussi créer une certaine... c'est une grande responsabilité, une certaine solitude d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire, hein. Parce que je me sens moins connectée, vu que finalement c'est moi qui crée, c'est moi qui... C'est toujours mon problème, en gros, qui revient. Ouais. Mais tu touches un truc vachement profond que moi je me suis rendu compte il y a quelques années, c'est qu'en fait on est tout seul. On est à la fois avec des gens parce qu'on vit avec des gens, on est interconnectés, interdépendants, mais à la fois
la vie qu'on vit, on la vit seule du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a que moi qui vis ma vie. Et Théo, lui, il vit sa vie à lui, et toi, tu vis ta vie à toi. Et on est du début à la fin seul dans ça. Ça veut dire que je peux juste avoir des moments où peut-être moi, je vais pouvoir te partager mon monde. Et que peut-être tu vas avoir, toi, une perception très proche de ce que je vis, mais même avec cette perception très proche, tu seras pas dans mon monde et je serai tout seul à vivre ma vie. Et c'est chaud un peu à un moment donné de se rendre compte de ça, que c'est en fait, je suis tout seul à vivre ma vie. Je vis pas la vie, on n'est pas en train de vivre la vie, c'est Charles qui vit sa vie à lui et il est tout seul dans son monde et il sera tout seul jusqu'à la fin. Et ouais, ça fait flipper, hein. Il faut l'accepter, ce truc-là, hein. Il faut l'accepter, dire, ah bah ouais, en fait, depuis le début, je suis tout seul, je vais être tout seul à chaque fois. Peut-être des gens vont pouvoir se rapprocher un peu de mon monde et que je vais me sentir un peu touché par ça, mais en fait, de toute façon, je serai tout seul à chaque fois. Donc ouais, c'est accepter ça. Accepter qu'il y a que moi qui vis ma vie et que du coup, à la fois ça fait peur et à la fois ça donne un pouvoir de dingue, quoi. Parce que je peux plus être victime de la vie ou du monde extérieur, puisque c'est ma vie à moi, c'est moi qui suis en train de la construire à chaque seconde, de la percevoir chaque seconde, et que du coup, je ne peux plus avec ça blâmer l'extérieur. Je peux poser des limites, je peux dénoncer certaines choses, je peux, mais ça vient de moi. Et est-ce que t'as un conseil ou t'as quelque chose qui t'a aidé en fait à accepter, ou c'est juste le temps de voir justement le pouvoir que ça t'a donné qui l'a rendu plus agréable? Comme je te dis, ça crée quand même une certaine solitude. Bon, pourtant, Ouais. Bah pour moi de toute façon il y a pas eu de débat, c'est quand tu te rends compte de ça, t'as pas le choix, hein. C'est tu peux essayer de te dire ouais non mais peut-être que je suis pas tout seul, ou peut-être que je pourrais emmener Théo dans mon monde, mais bah non, au bout d'un moment tu te dis bah j'ai pas le choix. En fait c'est la réalité, je suis tout seul à vivre ma vie, je suis dans mon monde. Bah ouais, c'est un petit deuil, franchement c'est un petit deuil, enfin c'est même un deuil à faire, quoi. Et après coup tu te dis bon bah voilà, ok, c'est la règle du jeu, je suis dans le jeu, bah allons-y, on y va, comment on fait? Et puis en même temps tu te rends compte que waouh mais génial en fait, ça me plaît pas dans ma vie, ah bah tiens si je changeais ça. Ouais mais non c'est pas toi, c'est les autres en fait, ils jugent que t'es comme ci, comme ça. Mais en fait c'est pas les autres qui me jugent comme ça, c'est moi qui me juge comme ça, du coup ça attire ça. Et que du coup, s'il y a un truc qui me plaît pas dans ma vie, bah chouette. J'ai plus obligé de râler impuissamment contre l'extérieur, je peux aller voir ce qui se passe chez moi à l'intérieur. Ouais mais les autres me comprennent pas. Ben non, en fait, c'est moi qui me comprends pas. En ce moment, on accompagne une personne comme ça, où sa cause profonde, c'est, elle a vécu quelque chose, enfin, beaucoup de choses dans son enfance et dans sa vie en général, qui l'ont fait se sentir pas comprise par les autres. Elle a vécu ça très très fort pendant des années quand elle était petite. Bah, du coup, maintenant, elle perçoit l'extérieur comme ne la comprenant pas. Et en fait, tant qu'elle est persuadée que c'est l'extérieur qui la comprend pas, et en plus, elle a des preuves de ça, hein. Elle peut donner des trucs factuels. Ben regarde, mon mari, il m'a quitté parce que j'avais fait ça et il a pas compris qu'en fait, quand j'ai fait ça, ça voulait dire ça. Lui, il l'a pris d'une autre manière. Bah du coup, tu vois bien que je suis pas comprise par l'extérieur. Et elle peut me faire une copie double avec tous les trucs qui vont prouver ça. Mais en vrai, la personne qui la comprend le moins, c'est elle. En fait, c'est elle qui se juge de se dire ah ben en fait j'aurais dû agir autrement avec mon mari pour pas qu'il me quitte. Si elle avait pas ce jugement-là envers elle, elle aurait une autre perception du fait que son mari la quitte. Elle se dirait bah en fait il est vraiment bête de me quitter. Il me quitte pour un truc que lui-même a interprété, qui est pas du tout la réalité. Bah moi je vaux mieux que ça. Bah allez ciao, bye bye. Non, elle a le sentiment d'être incomprise, mais c'est parce que elle-même elle ne se comprend pas. Elle a le sentiment d'être jugée parce que elle-même elle se juge. C'est pas du tout un truc ésotérique, encore une fois. C'est vraiment un truc très factuel. Si moi je me juge d'un truc, forcément les autres vont me le renvoyer, et il y a besoin qu'ils me le renvoient, mais en fait ça activera que le propre regard que j'ai sur moi. Je peux pas être victime du jugement extérieur. Quand tu regardes certaines, certains sportifs de haut niveau, où il y a... tu prends même Nadal ou Federer, ils ont 500 000 fans et puis 500 000 haters. Mais après, c'est eux qui vont décider de qui a raison, les haters, les fans ou quelqu'un d'autre.
en fait, c'est eux qui vont avoir ce pouvoir-là et ça va pas être dépendant de ça. C'est pas parce qu'il y a, t'imagines, 500 000 personnes qui te détestent et qui vont te voir dans un stade pour te huer et puis encourager l'autre. Tu pourrais, ils ont raison. Mais non, mais si Federer, lui, il est ok que le regard qu'il a sur lui, c'est moi, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, ça va pas lui faire grand chose le regard des autres. Et puis, je reviens juste à ta cliente, cette recherche de quelqu'un qui la comprend, c'est pas aussi une certaine solitude? C'est à la recherche de quelqu'un qui me comprend pour me sentir moins seule. Et le sentiment de solitude, il va s'arrêter quand elle va se comprendre. Quand elle-même va se comprendre et prendre soin d'elle. Voilà. En fait, tout ce qu'on attend de l'extérieur, il y a besoin d'aller le chercher à l'intérieur. En fait, on attend que ce soit les autres qui nous donnent ça, mais on se rend pas compte qu'on peut se le donner. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'avoir besoin d'être en relation avec les autres, de créer des connexions profondes. L'idée, c'est pas de dire, je suis 100% indépendant, je compte que sur moi et tout. Bien sûr que non. Mais c'est que, tant qu'on attend de l'extérieur, ce dont on manque le plus, c'est de notre attention, c'est de notre écoute, c'est de notre bienveillance, c'est de notre douceur. C'est de ça qu'on manque, si jamais de celle des autres. Si tu passes ta journée à t'apporter de la douceur, qu'est-ce que t'en as à faire que ta femme t'en apporte pas, que tes amis t'en apportent pas, que tes enfants t'en apportent pas? T'es déjà rempli de douceur. Tu le vois même pas. Tu le vois même pas. Ouais. Tu le vois pas. Tu sais, puisque t'es déjà dans un bain de douceur. Ouais. Donc t'en as même plus besoin. T'es content si ça vient de l'extérieur. Ouais. Parce que, cool, j'ai encore plus. Mon bain, il était plein, j'en ai encore plus. Mais ça n'est plus nécessaire. T'es déjà plein de ça. Ouais. Et en plus, tu vas attirer ça. Parce que si tu t'apportes de la douceur, dans la seconde, il y a plein de monde qui t'apporte de la douceur. Change de mood et 30 minutes après, tu t'apportes de la critique. T'inquiète pas qu'il y a le premier passant qui passe, il va venir te critiquer. Parce qu'en fait, ça va juste refléter ce que toi, tu penses de toi. Ouais. D'accord. Peut-être une dernière question, là, on va conclure. Je sais pas s'il reste un peu de temps. Non, il nous reste... Okay. Je vois que là, apparemment, on n'a plus de temps. Est-ce qu'on a une conclusion ou quelque chose comme ça, peut-être? Une conclusion. Déjà, je trouve super chouette que tu aies pris un Suisse pour ton exemple, parce que quand même, tu prennes Roger Federer dans notre... Ah oui, je me disais, c'est qui le Suisse que j'ai pris en exemple? Ouais. Mais pour conclure, finalement, on est tous touchés par le regard des autres à un niveau. Ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est souvent lié à un trauma. Vous me dites, vous me coupez si je vais dans une mauvaise direction. On peut dire ça, oui. Souvent. C'est souvent lié. Il y a beaucoup de choses qui vont main dans la main. Et en fait, mon affaire, c'est m'écouter et prendre soin de moi. Et je crois que j'ai une amie qui m'a dit une fois, mais est-ce que tu me parlerais comme tu te parles? Et en fait, il y a des situations dans lesquelles je sais pas, je me mets dans mon truc et tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je lui dirais à cette amie? Et je me rends compte que la manière de comment je lui parlerais est clairement très différente de comment je me parle. Ouais, c'est vrai. Et en fait, de prendre conscience, c'est un entraînement et c'est pas toujours évident. Et c'est même que quand je me suis mal parlé, de pas encore me taper sur les doigts par-dessus le marché, sinon de dire, bon, c'est pas grave, je peux encore changer et je peux aussi me parler en douceur. Mais c'est intéressant et je crois que c'est sans exception, tout le monde est vachement plus sévère et plus dur avec soi-même qu'avec son entourage. Mais oui, pardon, je suis partie un peu. Mais je vous laisse terminer la conclusion. Ouais, pour moi, la conclusion, c'est qu'on n'est jamais impacté par le regard des autres, qu'on est toujours impacté par son regard à soi, et que la clé, c'est de changer son regard sur soi. C'est tout. Ce qui est pas évident, des fois, ça nécessite de faire un travail pour aller libérer certaines peurs, certains traumas, mais ce qui est 100% en notre pouvoir, et tant que je crois que je suis victime du regard des autres, je suis juste en train de m'auto-arnaquer et de pas prendre mon pouvoir, et c'est un peu triste, quoi, parce que je me fais croire qu'en fait le problème vient de l'extérieur, alors qu'en fait, encore une fois, tu veux arrêter d'être dépendant du regard des autres, change le regard que t'as sur toi. C'est toi qui te juges de ça. Le jour où tu vas arrêter de te juger de ça, t'auras plus de problème avec le regard des autres, en fait. Tu ne le verras plus, déjà le regard des autres va changer, et en plus toi, tu le verras carrément d'une autre manière.
Peut-être on pourrait juste terminer par un exemple par rapport à ça. Je sais pas si toi t'as un exemple concret par rapport à ça, de changement de regard sur soi. Je peux juste encore compléter, ajouter, et je crois que c'est aussi ce dont vous avez parlé, c'est d'accepter qu'on est un peu de tout, que je peux aussi être jalouse, que je peux aussi avoir une partie un peu de méchanceté, mais je peux aussi trouver différentes manières de les exprimer, et que c'est ça qui fera la grande différence au final. Ouais. Carrément. Tu voulais un exemple? Ouais. Tu cherches un exemple d'une personne qui se défait du... Qui change le regard qu'elle a sur elle et qui, du coup, ça change le regard des autres, quoi. Ouais, peut-être qu'on peut prendre un exemple tout con. Si t'arrives à une soirée et que tu te sens moche, mal habillé, et que t'arrives, t'es vraiment gêné, et que le propre regard que t'as sur toi, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec cette tenue, c'est n'importe quoi. Il y a 3 personnes dans la soirée qui vont dire, mais c'est quoi tes vêtements, là? Qu'est-ce que t'as fait ce soir? D'habitude, tu t'habilles mieux. Prends la même tenue, la même personne, le même jour, mais qu'elle arrive dans un état d'esprit de je sais pas, j'ai envie d'essayer bon, c'est pas top, mais vas-y, j'assume, trop bien, ça va être drôle, machin. Tu vas voir que les 3 mêmes personnes, au lieu de leur faire une réflexion, elles vont dire, c'est marrant comment t'es habillé ce soir, et puis ils vont se marrer ensemble avec ça. Et le simple regard qu'elle avait sur elle-même va même changer ce qui va se passer à l'extérieur. Ou si elle se dit, ah ben là, en fait, non, ma tenue, c'est le tout dernier truc à la mode, il y a qu'à New York qui font ça, mais ils ont 2 ans d'avance en France, c'est un peu voilà, mais en fait, je suis mieux habillé que tout le monde. C'est 2 autres personnes qui vont lui dire, alors franchement, c'est étrange comment tu t'habilles, mais c'est dingue, je suis sûr que dans 6 mois, tout le monde porte ce que tu portes. Elle est habillée pareil, jusqu'à changer, c'est le propre regard qu'elle a sur elle, quoi. Ouais, il y a une citation comme ça que je partage, c'est ton monde intérieur, quand tu le changes, ça change ton monde extérieur en fait. Oui. Et on n'a pas tellement de pouvoir sur l'extérieur, tu vois. Moi, je peux pas aller me dire, tiens, on pourrait le faire, mais ça serait de la dictature, mais obliger les gens à peut-être penser, il y a encore, ce serait impossible d'obliger les gens à penser, mais bref, obliger les gens à penser, nous voir, nous juger d'une certaine manière. On n'a pas tellement de pouvoir là-dessus. On a surtout du pouvoir sur l'intérieur. Et voilà, et comme on avait dit tantôt, enfin, il y a de tout, quoi. Il y a des gens qui vont être des haters, des gens qui vont être des followers. Ça fait partie de la vie, quoi. Et ouais, quand on est bien avec soi, on remarque plus tellement le mauvais et on porte attention au bon, quoi. Ouais. Puis c'est cool de voir que c'est un feedback, en fait. Quand quelqu'un te porte un jugement sur toi, puis te dit un truc, c'est cool dans l'instant, dans la seconde, de se dire, ah, je pense ça de moi. Tu vois? Quand il y a un truc, quelqu'un te dit un truc, ça t'affecte, parce que tu te sens, je sais pas, t'es en train de voir qu'il te perçoit comme égoïste, tu dis, ah ouais, je me prends pour un égoïste, en fait. Si ça me touche, c'est que moi-même, je crois ça de moi. C'est dingue. Et si ça me touche pas, ça m'en dit plus sur l'autre, parce que du coup, il va plus peut-être tendance à exprimer quelque chose qui touche ses blessures. Hein. Ouais, il te percevra en tant qu'égoïste parce que lui, il aimerait l'être et qu'il le vit pas. C'est ça, et ça va pas te toucher, ça va, tu vas peut-être le voir, ou dans la plupart des cas, tu vas même pas le voir. Parce que c'est tellement hors de ton champ de conscience que tu vas même pas le voir. Et même si le gars, il veut te culpabiliser d'être égoïste, toi, ça va complètement, tu vas pas le voir. Parce que toi, t'es persuadé de pas l'être. Donc, pas d'écho chez toi, quoi. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Merci Isabelle.